Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui le 6 mars et je profite de cette magnifique journée printanière pour vous faire une petite vidéo de suivi de l'état d'avancement du potager. Ça fait quelques mois que je n'avais pas fait ça et j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer malgré le fait qu'on n'ait pas encore commencé les semis et les plantations en pleine terre. On est vraiment en plein préparatif pour la saison 2025 et comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de chantiers en cours et je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Alors les canards viennent dire bonjour. Vous pouvez constater que je les ai sortis du potager. Ils étaient dans le potager pendant toute une partie de l'hiver, mais ils ont quand même mangé quelques légumes. Et donc pour l'instant, je préfère quand même les garder en dehors. J'espère qu'ils ont fait leur boulot durant l'hiver pour manger un maximum de limaces. Alors on va commencer cette vidéo par aller voir ce qu'il y a encore à récolter à cette saison. Il y a des choses qui ont déjà recommencé à pousser, car la fin de l'hiver, ça ne veut pas dire aucune récolte. Donc ça, c'est des semis qui ont passé l'hiver en extérieur, sans protection. Il y a la mâche qui est très résistante aux gelées. Les épinards, on voit que la plupart ont passé l'hiver. La ligne du milieu a un peu plus souffert, mais les deux lignes extérieures, c'est déjà reparti. Donc là, dans quelques jours, on va pouvoir recommencer les premières récoltes de printemps avant qu'ils montent en fleurs vers le mois de mai. Et alors, il y a la roquette qui, elle aussi, passe l'hiver sans souci en extérieur. Et on voit qu'elle a déjà recommencé à faire pas mal de nouvelles feuilles. Ça, c'est déjà des récoltes qu'on peut faire également. Alors les poireaux que j'ai continué à récolter au long de l'hiver, il en reste encore beaucoup. À un moment, ce que je vais venir faire, c'est arracher tout ce qui reste parce qu'il ne faudrait pas qu'ils montent en fleurs. Donc je pense que dans les 2-3 semaines à venir, je vais venir enlever tous les poireaux, les débiter et les mettre au congélateur pour pouvoir les consommer au fur et à mesure de la saison. Et alors il y a aussi les choux de Bruxelles. Là aussi on a déjà fait pas mal de récoltes. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais donc tout ça c'est des récoltes qui ont déjà été effectuées. Et il reste en haut pas mal de choux. Voilà. Donc ça on continue encore les récoltes. Et pareil, peut-être qu'à un moment je vais venir en récolter une partie pour les congeler. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'à un moment ils vont monter à fleurs. D'ailleurs, je vais en laisser quelques-uns à monter à fleurs pour pouvoir récolter les graines. Ça va faire déjà une belle floraison qui va attirer beaucoup d'insectes. Et puis en plus, comme ça, je vais pouvoir récolter les graines pour les ressemer plus tard. Et puis moi, les choux de Bruxelles, ce qui est important de savoir, c'est que c'est les seuls choux que je fais au potager. Et j'ai pas peur qu'ils s'hybrident avec une autre variété de choux que je pourrais aussi laisser monter. Donc pas de crainte à ce niveau-là. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais laisser une grande parcelle au repos pendant toute la saison 2025. En gros, ça va comprendre de là, ça va inclure les poireaux, et ici jusqu'au bord. Et je vais venir y semer un engrais vert. Ce sera un mélange de luzerne, de facélie et de lin. Peut-être que je vais encore y mettre d'autres choses. Ça va faire déjà une belle floraison au cours de la saison. Et puis ça va laisser le sol un peu au repos et j'espère améliorer la structure du sol. Je fais ça parce qu'évidemment j'ai beaucoup d'espace, donc je peux me permettre de laisser certaines parties au repos durant certaines saisons. Et en plus, ça va être joli et bon pour la biodiversité. Alors, ça s'est un peu réenherbé. Je suis en train de passer la grelinette là-bas. Je ne sais pas si je vais passer la grelinette sur toute la surface parce que ça va quand même être du boulot. Bon, les engrais verts, de toute façon, ça se contente de sol assez grossièrement préparé. Donc, c'est pas trop grave si je ne fais pas un lit de semences très fin. Ce serait mieux, évidemment, mais c'est pas ultimement nécessaire. Donc par contre, il va falloir que je désherbe un peu toute l'herbe qu'il y a là. Heureusement, sur cette partie-là, il n'y a pas trop d'herbe. Je vais laisser les choux, donc je vais laisser les choux, je vais semer entre les choux, ça va être sympa. Il y a les choux qui vont monter à fleurs dans l'engrais vert, mais ça ne va pas poser de problème. Ça ne me dérange pas non plus de travailler le sol à la grelinette. Dans mon sol qui est encore assez tassé, faire un travail du sol, ça ne peut pas faire de mal. Je sais qu'on est dans une période où le non-travail du sol est très très à la mode. Mais néanmoins, quand on n'a pas encore une structure de sol idéale pour le potager, un travail du sol, ça permet quand même aux plantes de bien s'enraciner. D'ailleurs, je voulais vous montrer quelque chose. La parcelle ici, en fait, c'est une parcelle où il y avait des pommes de terre. Et je les ai récoltées en fin de saison passée, en fin de saison 2024. Ça nécessite toujours un travail du sol assez important de récolter les pommes de terre, de retourner la terre, etc. Et j'étais assez étonné de voir à quel point la structure du sol était bonne en fait en sortie d'hiver après avoir travaillé le sol en automne, qui est plutôt la technique classique qu'utilisaient les jardiniers à l'époque avec un travail du sol au début, milieu d'automne. Je vais vous montrer ça. On va prendre une bêche
Donc voilà, c'est une parcelle qui a été donc travaillée avec la récolte des pommes de terre vers le mois d'octobre. Et puis j'ai plus touché depuis et c'est resté d'ailleurs à l'air libre et à nu pendant tout l'hiver. Donc ça c'est plutôt déconseillé d'habitude de laisser de la terre à nu pendant tout l'hiver. Et je m'attendais à retrouver un sol très tassé. En fait, je me rends compte que la bêche elle s'enfonce comme dans du beurre. Et on a une structure quand même très grumeleuse. Et là j'ai absolument rien fait, mis à part donc le travail du sol en automne. Ah, mais il y a aussi quand même des vers de terre, hein. Donc le fait d'avoir travaillé en automne, ça n'a pas tué toute la vie, toute l'activité biologique. Donc on peut en trouver quand même encore pas mal. Il y en a encore là, il y en a encore là. Encore là, je ne sais pas si vous voyez. J'ai mis un coup de bêche, mais c'est absolument pas nécessaire parce qu'en fait, je me suis aussi rendu compte qu'un simple émettage au croc, et on retrouve déjà une super structure de sol pour un semis. Donc en fait, avec ce travail du sol en automne, bah, on a déjà, au sorti de l'hiver, une parcelle prête pour le printemps. Alors c'est peut-être lié aussi à ma texture de sol. Je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les textures de sol. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire que ça remet un peu en cause une croyance que j'avais qui était qu'il fallait absolument pas travailler le sol en automne. Là, je l'ai fait sans vraiment le vouloir, parce que c'était pour récolter des pommes de terre. Mais je trouvais ça intéressant à vous partager. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous aussi, vous avez constaté que finalement, faire un travail du sol en automne, ça pouvait avoir un effet bénéfique sur la texture qu'on pourrait retrouver en début de saison suivante. Donc là, je vais mettre un engrais vert et toute cette zone-ci, je vais y mettre des courges. Je vais faire la technique habituelle que je pratique, c'est que je vais mettre 2 grandes bâches avec un petit espace au milieu dans lequel je vais venir implanter les courges qui vont pouvoir courir donc sur les 2 grandes bâches qui seront de part et d'autre de la ligne. Alors, j'ai mis justement pas mal de matière organique. Tout ce que je récolte comme matière organique, pour l'instant, je la mets là, sur cette zone, puisque comme je vais venir bâcher, j'ai aucun problème à même mettre des mottes de gazon, des choses comme ça, qui vont venir de toute façon mourir sous la bâche. Et quand les roquettes et les épinards vont monter à graines, c'est exactement le moment où on va venir planter les courges. Donc en plus, le timing est bon. Et donc toute cette zone-là, ça va être une grande zone de courges cette année. Alors là, il y a un grand chantier en cours. Ceux qui me suivent savent peut-être que j'avais l'intention d'installer une serre cette année. Eh ben, c'est en préparatif. Je vous ferai des vidéos là-dessus, évidemment, au fur et à mesure de l'installation durant la saison. Mais là, j'ai déjà délimité l'emplacement de la future serre et creusé les tranchées pour enterrer la bâche autour. C'est un fameux chantier et comme vous pouvez le voir, c'est une fameuse serre que je vais installer. Je me suis fait un gros plaisir. Mais c'est vraiment un investissement à long terme puisque la structure, je pense que je peux la tenir une vie et la bâche, elle est garantie environ 10 ans. Donc on reparlera de tout ça. Et ça va me permettre vraiment de maximiser mes cultures d'été et puis également d'envisager les cultures d'hiver avec beaucoup plus de sérénité car plus la serre est grande, plus le volume d'air est important, ce qui permet en hiver de maintenir toutes les cultures, non pas hors gel, mais en tout cas à des températures qui ne les tuent pas. Donc là, évidemment, je parle des salades, de toute la verdure, et puis probablement des carottes, des betteraves et des choses comme ça. Donc, affaire à suivre, installation de la serre. Voilà, pour l'instant, c'est un peu le chantier, mais ça va bientôt ressembler à quelque chose. On a toute une zone bâchée. L'année passée, c'est là qu'il y avait une partie de mes courges, et puis pas mal d'engrais verts. Donc c'est pas une zone que j'avais complètement mis en culture l'an passé. Il y avait des tournesols, des maïs, des choses comme ça, mais des choses qui sont plus pour l'ornement que pour la culture à proprement parler. Et donc c'est là que je vais mettre mes pommes de terre l'an prochain. J'ai bâché pour pas que ça s'enherbe et pour pouvoir retrouver quelque chose de très propre fin avril quand je vais venir y implanter les pommes de terre. Et je vais faire 3 techniques de culture différentes cette année. J'ai envie de faire un test. Je vais faire 2 lignes de pommes de terre en méthode classique, donc creuser un sillon, enterrer les pommes de terre et puis venir les buter en cours de saison. Je vais venir faire 2 lignes
sous mulch, donc plus la méthode permaculture on va dire. Je vais venir mettre les pommes de terre très peu enterrées et mettre de la matière organique dessus et ramener de la matière organique en cours de saison. Et je vais aussi tester 2 lignes sous bâche. Donc je vais venir faire des trous à intervalles réguliers pour y mettre les pommes de terre qui vont venir donc normalement se développer sous la bâche. J'ai envie un peu de comparer les rendements et le temps que ça prend de faire ces 3 cultures, que ce soit au niveau de l'implantation, mais aussi au temps que ça va mettre pour récolter. Parce que c'est quand même toujours assez fatigant de récolter les pommes de terre, surtout avec la méthode classique. Faire un petit passage dans mon grenier où j'ai mis il y a quelques jours les pommes de terre à germer en prévision de leur plantation fin avril. Donc là, on est à peu près 7 semaines avant. Donc début mars, c'est la bonne période pour commencer à les mettre à germer. On aurait déjà pu le faire un peu plus tôt, mais il n'est pas du tout trop tard, puisque là, elles vont passer 6 ou 7 semaines ici, dans un endroit lumineux, mais pas chauffé, où la température est plus ou moins constante. Donc cette année, je vais faire 3 variétés. La variété ici à peau rose, c'est la désirée. C'est celle que je fais chaque année et dont je récupère les pommes de terre d'une année à l'autre. Ça, c'est aussi des pommes de terre que j'ai conservées de l'an passé. C'est la variété Challenger et je suis assez content du résultat, donc j'ai décidé de la refaire. Par contre, les semences là, c'est des charlottes que j'ai achetées en jardinerie. Donc je vais faire 3 variétés. Et d'ailleurs, on pourra comparer un peu les rendements sur ces 3 variétés. Au niveau de la conservation, on voit que celles que j'ai gardées dans ma cabane de jardin, elles sont vraiment en bon état. Elles n'ont pas eu trop chaud ni trop froid et elles n'avaient pas encore commencé à faire des rejets avant que je les mette ici il y a quelques jours. Donc là, elles sont vraiment juste au bon stade pour commencer à être mises à germer. Voilà, et donc ici, on arrive à la zone de mon grand test pour la saison 2025 au potager. Donc comme je vous le rappelle, j'ai ici 6 parcelles qui sont menées avec 6 méthodes de culture différentes. Donc il y avait la méthode, on va dire classique, où j'ai rajouté du sable. Ça, c'est une parcelle témoin que je vais cultiver de manière classique. Puis j'ai 2 parcelles qui sont mulchées uniquement avec du compost et qu'on va mener en non-travail du sol. Ça, c'est plutôt la méthode Charles Dowding, on va dire. Même s'il n'y a pas que lui, évidemment, qui la pratique, mais c'est lui qui l'a popularisé. Et donc, il y a 2 types de compost différents. Un compost de déchetterie, un compost de plateforme de compostage, donc, et un compost maison. Voilà. Et alors, il y a 2 dernières parcelles. Une qui sera mulchée au foin pendant toute la saison et qu'on va aussi mener en non-travail du sol. Et une dernière qui est mulchée avec du BRF et qu'on va aussi mener en non-travail du sol. Voilà, donc l'idée de ça, c'est vraiment de comparer différentes méthodes de culture. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va venir implanter exactement les mêmes cultures sur chacune des 6 parcelles et on va pouvoir donc comparer les résultats. Alors pour l'instant, tout ce que j'ai fait, c'est l'ail que j'étais venu planter donc plutôt vers le mois d'octobre. J'ai mis 4 gousses d'ail par parcelle. Voilà, tout a bien levé. On a bien les 4 plants d'ail qui ont germé. Et j'avais aussi semé des engrais verts, comme vous pouvez le voir. Alors j'avais semé les mêmes engrais verts sur les 4 premières parcelles ici. C'était un mélange de moutarde, de facélie, de radis fourragés et de fèves. Et sur les 2 dernières, là, j'avais mis que des fèves. Alors on voit que les fèves, elles n'ont pas passé l'hiver. Elles ont été tuées par le froid. Par contre, sur les 4 parcelles là, il y a des choses qui ont passé l'hiver. On a quand même eu des gelées à -6, -7 je pense, mais ça n'a pas tué du tout le couvert. Alors comme j'avais quand même envie de partir sur quelque chose de propre en début de saison, ce que je suis venu faire, c'est bâcher l'ensemble de la parcelle en espérant que le bâchage tue le couvert végétal. Alors j'ai tout bâché plus ou moins jusqu'à l'ail. D'ailleurs là ici on peut voir la différence entre la zone qui était bâchée, que j'ai débâchée hier, et la zone qui n'a pas du tout été bâchée. Et ici, on constate que ce qui a vraiment survécu, c'est les radis fourragés. Ça, c'est les radis fourragés. Par contre, la moutarde, elle a bien été détruite, ou pratiquement à 100% détruite. On voit qu'ici, il y a de la facélie qui a survécu aussi. Donc, en tout cas, la conclusion de ça, c'est que radis fourragés, c'est peut-être pas une bonne idée de semer ça comme engrais vert si on espère que ça va être détruit par le gel. Ça peut être un bon engrais vert, mais peut-être pas dans l'optique de vouloir qu'il soit détruit en cours d'hiver. Donc malheureusement, moi ce que j'ai dû faire, c'est un peu de désherbage, parce que moi je ne veux pas commencer les plantations avec cet engrais vert.
Donc sur les 2 parcelles de compost, comme on est en non-travail du sol complet, je vais juste venir les arracher de manière assez précautionneuse. Par contre, donc, sur les 2 parcelles que je mène plutôt de manière classique, je vais venir mettre un petit coup de fourche bêche pour légèrement retravailler le sol et ça va détruire l'engrais vert. Et là aussi, je vais faire la même chose. Même si là, donc, la bâche a quand même presque détruit, le bâchage a presque détruit l'engrais vert, il est pas mort complètement et si je laisse comme ça va repartir. Donc là, c'est encore complètement vivant tout ça. Donc si je fais pas quelque chose, dans les quelques jours qui viennent, les radis vont repartir et j'ai pas envie de ça. Donc comme je veux y mettre ici des oignons et que là on va planter des fèves, j'ai pas envie que ça pousse au milieu de l'engrais vert. D'ailleurs, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est venir implanter les fèves que je vais vous montrer tout de suite sur les 6 parcelles. Je vais mettre 5 plants de fèves, 5 ou 6 plants de fèves par parcelle. Donc les parcelles font 1 mètre de large. Les fèves, on les écarte plus ou moins de 5-15 cm. Donc je vais mettre 6 plants, et donc 6 x 6, ça va faire 36 fèves à planter. On va aller tout de suite dans la serre là, pour vous montrer d'ailleurs les semis de fèves. Voilà, donc on rentre dans la serre. Et là, il y a ma serre à semis montée sur une cuve d'eau remplie avec l'ouverture automatique. Donc là, elle s'est déjà bien ouverte puisqu'aujourd'hui il y a du soleil. Ici, je pense qu'il fait déjà 25 degrés sans souci. Alors, voici l'état d'avancement des semis. Donc là, il y a les salades dont je vous ai montré le repiquage il y a une dizaine de jours, je pense, dans ma précédente vidéo. Donc comme je vous l'avais dit, vous voyez que la transplantation, ça ne leur pose aucun souci et elles sont déjà très bien reparties. Ici, c'est les petits pois qu'on avait semés et ils sont déjà en train de pointer le bout de leur nez. Là, j'ai également repiqué donc le persil et la coriandre, et ça c'est une autre variété de persil. Les tomates, donc là je les ai également repiquées. C'est juste 6 plants de tomates que j'ai semés pour l'instant pour faire des plants de tomates très précoces. Le gros de mes tomates, je les semerai dans quelques jours. Donc moi je conseille toujours de semer les tomates vers le 10 mars, dans l'idée de les planter vers le 10 mai au jardin. Ça c'est les tomates que je vais faire dans ma véranda. Et donc je ne crains pas qu'elles subissent des froids en avril ou en mai. Donc l'idée de ces 6 plants de tomates, c'est vraiment d'avoir une première génération de tomates précoces qui donneront en début de saison et que je ferai à l'abri complet du gel au printemps. Alors les épinards, qui sont bien démarrés et qui vont être prêts à être piqués, je dirais dans une semaine ou 2. Et alors là, c'est les fèves que j'ai également semées en contenant. D'ailleurs, je vais les prendre et on va aller les planter ensemble. Voilà, donc là j'ai grosso modo désherbé la zone où je vais mettre les fèves, donc c'est-à-dire toute cette bande-ci. Alors au niveau du ressenti, la parcelle sable a été un tout petit peu plus facile à travailler que la parcelle sans apport de sable, mais la différence n'était pas énorme. De toute façon, là c'est encore assez lourd et assez dur à travailler. Au pire, c'est pas très grave au niveau des fèves, s'il reste encore des mauvaises herbes, je viendrai les désherber plus tard, parce que comme on voit, les plants de fèves sont déjà bien développés, donc de toute façon ils partent avec une sérieuse avance sur toutes les mauvaises herbes qui pourraient pousser. Alors elles n'ont pas toutes germé, je vois, donc j'avais dit que je mettrais 6 plants par parcelle, je crois que je vais plutôt en mettre 5, ce qui fait que je vais les écarter de 20 cm. Donc on va commencer par dépoter tout ça, et puis on va procéder à la plantation. Moi, pour planter ce genre de motte, j'utilise un plantoir à bulbe. Je vous ai déjà montré dans une autre vidéo, dont je vous mettrai le lien.
Voilà, donc on a déjà planté les fèves sur les 4 premières parcelles. Donc vous voyez toute la ligne ici. Alors au niveau des 2 parcelles compost, ce que je constate, c'est quand même que malgré la grande quantité que j'avais mise, il y a une bonne partie qui a, je ne sais pas si c'est fondu le mot, mais il y en a vraiment plus tellement en sortie d'hiver. Donc là, finalement, je suis déjà au niveau du sol ici. Donc il reste une couche de 2-3 cm. Je pense que ça va être un peu court pour la saison qui va venir. Donc cette technique de mulch à base de compost, ça nécessite quand même une grande quantité de compost. C'est un des gros désavantages. Maintenant, on va encore planter les fèves sur les 2 dernières parcelles, donc la parcelle foin et la parcelle BRF. Là, on va juste venir écarter le paillage et venir faire les trous pour planter les fèves. Bon, mon téléphone est tombé à plat, donc je ne vous ai pas filmé la fin de la plantation, mais ça s'est passé exactement comme le reste. D'ailleurs, j'ai pas noté une énorme différence entre la plantation sur les 6 parcelles. Donc je dirais qu'à ce niveau-là, il n'y a pas une méthode de culture qui me paraît meilleure que les autres pour planter des plants comme ça qu'on a fait pousser en plaque de semis. Maintenant, je vais juste faire un petit coup d'arrosage et il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Et on finit ce tour par la zone de petit potager. Et ça a bien changé ici également, car je ne sais pas si vous vous souvenez, mais là il y avait toute une haie assez haute et assez épaisse qui faisait beaucoup d'ombre. Et ben on l'a fait complètement abattre. On va aussi, je vais aussi casser le petit cabanon qui est là. C'était une ancienne volière en fait, comme ça va complètement ouvrir. On pourra faire une petite terrasse de jardin, là ça va être sympa. Là on pensait peut-être faire une mare, mais pas cette année. Bref, en tout cas ça fait beaucoup de lumière et ça va permettre de mieux exploiter cette zone là. Là il y avait une serre en fait que j'ai bougé là-bas, comme ça aussi ça permet d'avoir un espace plus ouvert au cœur du jardin. Enfin ça c'est plus ornemental qu'autre chose. Et donc l'idée c'est de remettre en culture toute cette partie là qui avait été bâchée pendant une année l'an passé, parce que bon j'avais assez de place ailleurs, et de repartir sur des parcelles plus classiques à ce niveau là. Alors qu'est-ce que je vais faire ici? Là je vais faire probablement une bande d'herbes aromatiques, genre du thym, des choses comme ça, un peu surélevées. Et puis ici je vais faire des parcelles de potager plus classiques. Sur cette zone bien désherbée, je ferai pousser des carottes probablement cette année. Enfin du moins j'essaierai, parce que l'année passée j'avais eu du mal à faire pousser les carottes. Donc là c'est là qu'il y avait la serre, on voit vraiment bien ici la forme de la serre, il y a encore les irrigations. Et il y a plein de semis spontanés qui se produisent là malgré le fait que j'ai enlevé la serre. Donc tout ça c'est de la roquette en fait, qui a germé spontanément car j'avais laissé un plant grainé sur place. Et pareil en fait, toute cette partie là, et ça va jusqu'au bout, c'est de la clayton de Cuba. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Et moi je conseille vraiment à tout le monde de planter de la clayton, de la laisser se ressemer toute seule, et chaque année vous aurez en début de printemps des tapis de clayton. Bon, c'est super dense. Bon là c'est encore un peu jeune par exemple, mais ça va venir. Et puis en quelques semaines on a des belles touffes de clayton. Et ça fait des verdures gratos et très faciles à cultiver. Les semis spontanés, si on a l'occasion d'en faire, c'est vraiment quelque chose de génial, hein. Il n'y a vraiment rien à faire, à part laisser la plante monter à graines. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'elle germe au moment où c'est le plus opportun pour elle, parce que c'est elle qui décide vraiment au moment où elle va germer. Donc ça fait toujours des semis assez vigoureux et très productifs. Donc là, c'est une zone qui s'est enherbée, mais où je vais venir mettre une bâche et planter des courgettes tous les 1 mètre. C'est là que vont être mes courgettes cette année. Et là, je vais venir faire grimper des petits pois et des haricots. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais là, j'avais une deuxième serre que j'ai démontée. Celle-là, elle était à la place de la grande serre, là. Je vais récupérer les arceaux. Il y en a quelques-uns, je vais faire une sorte de dôme avec. Et puis, je crois qu'avec 3-4 arceaux, je vais venir les mettre ici pour faire encore grimper plus de plantes grimpantes comme les petits pois et les haricots. Voilà, donc je pense que ça va être assez sympa. Et je vais aussi venir mettre quelques tomates en extérieur. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. J'avais dit que je ne ferais plus jamais de tomates en extérieur. Mais j'ai fait l'acquisition d'une variété de graines qui est normalement très résistante au mildiou. J'ai envie de faire un test. Donc je planterai quand même quelques plants de tomates en extérieur, juste pour l'expérience. Et voilà, j'espère que ce petit tour du potager vous aura bien plu.
On se retrouve dans une prochaine vidéo. Il y en a quelques-unes qui vont venir dans les prochaines semaines. Je vous ferai une vidéo sur les variétés de tomates que je vais semer cette année et encore une autre vidéo sur mon calendrier personnalisé du potager. Donc si vous avez envie d'être informé de la suite des événements et de tout ce que j'ai encore à vous montrer cette année, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Merci pour votre attention et je vous dis à la prochaine. Salut!